Les nébuleuses sont pour les astronomes une des merveilles qui tapissent le voile du cosmos. Magnifiques amas d'étoiles aux formes complexes et aux couleurs variées. Réels chefs-d'œuvre de l'univers. Elles sont observées depuis le temps des premiers astronomes. Ainsi, elles correspondaient à tout objet d'aspect flou qui était aperçu sur la voûte céleste. Les premiers astronomes ne pouvaient donner d'autres qualifications à ces nuages illuminant le ciel. Ils ne disposaient pas d'instruments optiques assez performants pour comprendre que ces amas stellaires ou galaxies qu'ils apercevaient étaient à l'origine des étoiles. Aujourd'hui, avec les progrès en astronomie, le terme a évolué, et les nébuleuses sont désormais réparties en différentes catégories. Une nébuleuse, dans le terme général, est un nuage de gaz et de poussière interstellaire. Durant cette vidéo, nous allons jeter un œil aux divers types de nébuleuses, en commençant par les plus observées. Les nébuleuses à émission, à réflexion ou à absorption. Les nébuleuses à émission brillent ainsi car elles rayonnent la lumière du gaz qui les compose. Et celles à réflexion dont la luminescence provient de l'excitation du rayonnement d'une ou plusieurs étoiles jeunes et chaudes situées à proximité, reflètent donc la lumière des étoiles. Ces précédentes associations entre les nuages de gaz, de poussière interstellaire et de jeunes étoiles sont toujours très importantes, car c'est le collapsus de ces concentrations de matière sous l'égide de la gravité qui forme les étoiles. Il est aussi possible qu'une nébuleuse soit à la fois à émission et à la fois à réflexion. Les nébuleuses sombres, inversement, sont les nuages de gaz et de poussière qui ne sont pas illuminés. Et l'un des types de nébuleuses les plus spectaculaires, ce sont bien les nébuleuses planétaires. Celles-ci sont des coquilles de gaz injectées par les étoiles en fin de vie. C'est par exemple le stade ultime de l'évolution de notre Soleil. Ce type d'étoile en fin de vie passe par le stade de géante rouge, et les couches les plus externes sont alors éjectées par la pression de radiation émise par le noyau. La partie centrale se contracte pour devenir une naine blanche très chaude qui excite alors le gaz toujours en expansion. Notre galaxie compte environ 200 milliards d'étoiles, si bien qu'environ 1500 nébuleuses planétaires sont connues. Il est alors possible de découvrir parmi elles une infinité de couleurs et de formes complexes, correspondant à différentes périodes de l'évolution dynamique et chimique des couches supérieures de l'enveloppe d'une étoile, qu'elle éjecte alors qu'elle se déplace sur la branche asymptotique des géantes. Cette fameuse branche asymptotique des géantes, il s'agit d'une partie de la trajectoire évolutive d'une étoile de la séquence principale de masse comparable au Soleil. Ces étoiles de séquence principale sont des étoiles standards que l'on peut retrouver sur le diagramme de Hertzsprung-Russell. Le diagramme de Hertzsprung-Russell est assez utile lorsqu'on essaye de comprendre l'évolution des étoiles. Il les classifie selon leur magnitude absolue et leur température. Ces paramètres non indépendants permettent ainsi de former un petit nombre de familles ou classer les étoiles. On peut y retrouver les étoiles de la séquence principale qui correspondent au type d'étoiles standard, mais aussi les naines blanches, les géantes bleues, les géantes rouges et les supergéantes. Il est aussi important de noter que les étoiles standards dont nous avons parlé ne dépassent pas 8 masses solaires, car dans ce cas, on se trouve dans un autre scénario de fin de vie, dont nous allons à présent parler. Cette petite explication va nous servir de transition pour présenter cet autre type d'évolution finale d'une étoile, beaucoup plus violent. Il s'agit des supernovas. Une supernova est l'explosion cataclysmique d'une étoile qui, rendez-vous compte, peut briller pendant un temps plus vivement qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'autres étoiles. C'est donc un phénomène qu'il ne faut pas prendre à la rigolade. Les supernovas se divisent essentiellement en deux grandes familles, les SN2 et les SN1A. Les SN se produisent lorsque les étoiles massives dépassent environ 8 à 10 masses solaires, ont épuisé leur combustible nucléaire. Résultat ça, l'effondrement gravitationnel du cœur de l'étoile, dont la force de gravité n'est désormais plus contrebalancée par la pression des radiations libérées par les réactions thermonucléaires. Bon, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une grande quantité d'énergie va alors être libérée, éjectant ainsi les couches externes de l'étoile. En d'autres termes, l'étoile va imploser sous l'effet de sa propre gravité, ne pouvant s'opposer à l'écrasement de sa propre masse car elle a épuisé toute son énergie. Ne restera alors plus qu'une étoile à neutrons, ou bien pour les plus massives d'entre elles, rien de moins que l'un des plus grands mystères de l'univers, un trou noir. On peut retrouver aussi une deuxième catégorie, les SN1A, qui sera peut-être plus parlante car on en a déjà parlé avec les nébuleuses planétaires.
Vous savez donc déjà que le type d'étoile dit standard, comme le Soleil, devient instable en fin de vie et expulse ses couches supérieures, ce qui va alors entraîner une nébuleuse planétaire pour qu'il ne reste de l'étoile plus qu'une naine blanche. Bon, ça, on vous l'a déjà expliqué juste avant. Mais maintenant, que va-t-il advenir de cette naine blanche ? Avant tout, revenons un peu sur ses caractéristiques. Déjà, il faut savoir qu'une naine blanche est évidemment un astre extrêmement dense. Une naine blanche ne dépassera pas 1,44 fois la masse du Soleil. Et une naine blanche de la masse du Soleil possédera un rayon de 7000 km. Oui, 7000 km. C'est extrêmement peu. Prenons le Soleil, sachant qu'il a la même masse que cette naine blanche. Son rayon à lui est de 695 510 km. Alors que pour cette même masse, une naine blanche a un rayon de seulement 7000 km. Ajoutez à cela que 1 cm3 de matière, seulement 1 cm3, représente une tonne. Ça vous donne une idée de ce que ce cadavre d'étoile peut représenter pour une étoile dépassant les 8 masses solaires, pouvant aller jusqu'au trou noir. Bref, repassons donc sur notre question principale. Que va-t-il advenir de cette naine blanche ? Il faut dire qu'à part se refroidir très lentement jusqu'à la fin des temps, notre cadavre d'étoile n'a pas grand-chose à faire désormais. Mais, elle n'a pas dit son dernier mot, la naine blanche. Si celle-ci fait partie d'un système binaire, et là on ne parle pas du système binaire en mathématiques avec les petits 0 et les petits 1, non, là on parle bien d'un système binaire en astronomie. Un système astronomique qui regroupe deux objets stellaires qui sont proches et qui gravitent autour d'un centre de masse commun. Et bien notre naine blanche va alors au bout d'un certain temps piquer du gaz à l'étoile d'à côté. Un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de matière, du gaz ou parfois de la poussière stellaire qui gravite autour d'un objet céleste central, va alors se former. La naine blanche va absorber le gaz qu'elle récupère et sa masse va augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de Chandrasekhar. Cette limite, on vous en a déjà parlé. Une naine blanche ne peut pas dépasser 1,44 fois la masse du Soleil. Puisque cette limite dépassée, elle devient alors une étoile à neutrons, ou s'effondre en trou noir. Voyez-vous où nous voulons en venir ? Évidemment, notre naine blanche va atteindre cette limite. Et va alors en résulter une violente explosion qui va souffler la naine blanche. C'est dire qu'elle l'avait cherché aussi. Elle n'avait pas qu'à piquer du gaz à sa voisine. Bref, vous l'avez compris, ce scénario était celui d'une supernova SN1A. Et celles-ci sont d'une grande utilité, car la luminosité dégagée par l'explosion varie faiblement. Celles-ci étant très importantes, ces supernovas sont ainsi d'excellents indicateurs de distance pour sonder l'univers observable et étudier son expansion à des milliers d'années de la Voie lactée. Vous devrez alors l'avoir compris. Les nébuleuses et les supernovas, tout comme l'évolution des étoiles de manière générale, sont fascinantes et beaucoup étudiées. C'est d'ailleurs pour cela que le 12 août 2018 a été lancée depuis Cap Canaveral la sonde Parker Solar Probe, la première sonde à pénétrer littéralement dans l'atmosphère solaire. En ce moment, du moins à la date de sortie de cette vidéo, Parker Solar Probe est en plein dans son aventure autour du Soleil. Par exemple, au moment où Astral Pingo, celui qui s'occupe de la documentation et du script, écrit cette partie de la vidéo, Parker Solar Probe débutait le matin même sa 4e rencontre avec le Soleil, à 23,3 millions de miles de distance de la surface du Soleil, soit environ 37,5 millions de kilomètres. Oui, ça paraît très loin, mais en fait c'est déjà énorme pour la distance avec un tel astre. Sachant qu'à sa périhélie, sa plus courte distance au Soleil sera seulement de 11,6 millions de miles, soit 18,7 millions de kilomètres, ce qui rigole un peu moins tout de suite. Vous imaginez donc bien que lors de ce nouveau périhélie, Parker Solar Probe atteindra de nouveaux records de distance au Soleil et de vitesse pour un objet créé par l'homme, qu'il possède d'ailleurs déjà. Il atteindra la périhélie le 29 janvier à 10h30 du matin en France, date qui est peut-être déjà passée à la sortie de cette vidéo. On aurait pu finir la vidéo en vous parlant des nébuleuses telles que la grande nébuleuse d'Orion ou celle de la Lyre, mais il y a tellement à dire sur les nébuleuses, les supernovas, la vie et la mort des étoiles qu'autant parler d'un sujet plus d'actualité. On va donc finir cet épisode avec notre chère sonde Parker Solar Probe en jetant un coup d'œil autour des découvertes de la sonde. Il faut déjà savoir que Parker Solar Probe tire son nom de l'astrophysicien Eugene Parker, professeur émérite de l'université de Chicago,
Ce cher Parker a 89 ans et a publié en 1958 la première recherche prédisant l'éjection de matière par le Soleil et les autres étoiles avec une vitesse et une intensité suffisantes pour affecter des planètes. Oui, scientifiquement ça s'appelle le vent solaire. Parker a aussi su donner une explication au fait que la couronne solaire est plus chaude que la surface du Soleil. Et c'est ce que va notamment étudier Parker Solar Probe. Les premières découvertes de la sonde ont été communiquées le 4 décembre dernier par les physiciens ayant analysé les résultats de la mission, dont certains sont français et membres du CRNS. Ils sont disponibles sur internet sur le journal Nature. La mission a deux objectifs principaux. Mieux comprendre l'énigme de la couronne solaire plus chaude que la surface du Soleil et découvrir l'origine des vents solaires, pour permettre de réaliser une météorologie spatiale bien plus fiable. En effet, avec les risques et les conséquences des catastrophes qui pourraient toucher la Terre, il vaut mieux être au courant, bien à l'avance du comportement du Soleil. Comme on dit, une Terre avertie en vaut deux. Ou pas. Les chercheurs n'ont pas été déçus, comme l'explique dans un communiqué de la NASA Stuart Bale de l'Université de Californie à Berkeley, en charge de la suite d'instruments de la sonde baptisée Fields. Ils se sont en effet rendus compte que le vent solaire était bien plus instable et impulsif de ce qu'ils pensaient et surtout de ce que l'on peut retrouver habituellement sur Terre. Ils ont ainsi découvert que sa trajectoire n'était pas linéaire, comme on le pensait, mais ressemble plutôt à celle d'un fouet. Et pire, il peut même retomber sur le Soleil. Bon, on va éviter les blagues sur ça et directement passer à autre chose. Les chercheurs ont aussi découvert que les environs du Soleil possèdent une zone sans poussière cosmique, pulvérisée par sa chaleur. Celle-ci, composée de microcristaux, est pourtant omniprésente dans l'espace. On va s'arrêter là avec une dernière information assez intéressante. Il était relevé que le Soleil émettrait constamment des jets de particules radioactives, et ce sous forme d'orages solaires. Ces orages seraient parfois si petits qu'ils n'atteindraient même pas la Terre. Cette découverte va ainsi permettre à la NASA de mieux protéger ses astronautes et le matériel envoyé dans le milieu stellaire à l'avenir. Pour ce qui est de la vidéo, eh bien elle se termine ici, contrairement à la mission de notre cher Parker Solar Probe dont ce n'est que le début. Son voyage sera d'ailleurs bientôt partagé avec Solar Orbiter, sa cousine de l'ESA. Son lancement est prévu pour la semaine prochaine, le 6 février 2020. Du moins, encore une fois, au moment où cette vidéo est préparée. Parker Solar Probe a encore beaucoup à nous apprendre, et Solar Orbiter sûrement aussi. Vous pouvez donc passer visionner les anciens épisodes de la série, nous laisser un petit commentaire et vous abonner si le cœur vous en dit. On vous prévoit plein de nouveautés pour 2020 avec pas moins de 3 nouvelles séries et l'apparition en vidéo des 2 autres responsables de la chaîne. Alors en attendant la prochaine, observez le soleil en pensant à Parker en train de bronzer au-dessus de nos têtes. Mais pas trop longtemps, au risque d'y laisser la vue. Et surtout, faites de beaux rêves.